Mesdames, Messieurs, merci de votre présence, bien nombreuse pour cette période compliquée. Et ça a fait chaud au cœur des organisateurs. Et je salue particulièrement Marie-Caroline Dubourdieu de la cellule d'animation des soins palliatifs en Nouvelle-Aquitaine, qui représente Cap Palliatif, qui a subventionné cette manifestation. Nous, les accompagnants en soins palliatifs, nous avons été particulièrement secoués par cette crise sanitaire. Et très brutalement, la raison d'être du lien entre le malade et de la raison d'être des accompagnants, le lien entre le malade et le bénévole a été brisé. Les bénévoles accompagnants n'ont plus eu pendant plusieurs mois de lien avec les malades. Ils ont été l'accès aux malades, du résident, des vulnérables, a été empêché. On a eu aussi la grande difficulté de joindre les soignants, les proches. Et nous avons dû nous battre pour revenir auprès des malades et de tous ceux que la maladie et la perspective de la mort font souffrir. Même si les cicatrices restent vives, rien ne sera comme avant. Il est donc important de prendre du recul et de relire notre expérience de cette crise. Et c'est avec une grande joie que nous accueillons Roger Gilles et Miliani Le Bihan. Ils ont accepté de bouleverser leur emploi du temps, qu'on connaît comme surchargé, et accepté de venir nous aider à réfléchir sur les tensions entre notre soif d'humanité et les restrictions de liberté qui nous sont imposées. Roger Gilles, beaucoup de vous le connaissent. Il a été chef de service de neurologie au CHU de Poitiers, doyen fort apprécié de la faculté pendant de nombreuses années. Et depuis 10 ans, il consacre toute son énergie à l'éthique. Et Madame Le Bihan anime auprès de lui l'espace éthique du site de Poitiers de la Nouvelle-Aquitaine. Et on va leur laisser la parole. Bonsoir à toutes et à tous. Merci Monsieur Hiver pour votre accueil. La pandémie, le Covid-19 a joué un rôle de loupe pour notre société, loupe éthique, c'est-à-dire des problèmes dont nous n'avions pas idée de l'acuité, se sont révélés là avec insistance et puis même avec violence. Ce qui serait triste, ce serait de ne pas faire un retour d'expérience de ce qui s'est passé et de ne pas tirer quelques enseignements. Alors bien entendu, en une cinquantaine de minutes, il ne sera pas question de parcourir l'ensemble des problèmes éthiques posés par la pandémie, mais tout au moins en aborder quelques-uns, non pas les plus importants, mais enfin ceux aussi que nous avons eu l'occasion d'affronter. Parce qu'évidemment, quand on parle, on peut demander toujours de quelle place on parle. C'est vrai que ce qu'on va vous dire, ce sont des témoignages. Vous avez les vôtres, et les nôtres sont ceux d'une structure éthique
qui, en lien avec le comité consultatif national d'éthique, en lien aussi avec les autorités de santé, a essayé d'aller à la rencontre de ceux qui faisaient appel à cette structure. Et c'est ceci qui nous a amenés à mettre le doigt sur l'intensité des problèmes éthiques, en sachant que qu'est-ce qu'un problème éthique? C'est une tension entre des valeurs qui s'opposent. Et au fond, tout le travail de réflexion éthique est précisément cet exercice de discernement des conflits de valeurs. Qu'est-ce qui se joue? Qu'est-ce qui se joue en quoi? Eh bien, en termes d'humanité. Puisque la grande question de l'éthique, ce qui la fonde, c'est de savoir ce qu'il faut faire pour bien faire. Que faut-il faire pour bien faire? Et tout à coup, de constater que les solutions qui sont proposées peuvent entrer en conflit à l'égard de ce bien qui est visé. Et nous allons accorder une place majeure parce qu'elle a été très significative aux établissements pour personnes âgées dépendantes, ce qu'on appelle en France donc les EHPAD, pour ne pas dire maisons de retraite, quoi. Bien. Parce qu'il y a eu dans cette pandémie une décision symbolique, c'est que le confinement des EHPAD a été décidé au mois de mars, une semaine avant le confinement général. Ils ont donc été déjà désignés comme des lieux particuliers de vulnérabilité. Alors, vulnérabilité, bien sûr, par les personnes qui y vivent, que nous appelons les résidents, les personnes âgées, mais aussi, bien sûr, désir d'enclore l'épidémie et de faire en sorte, effectivement, de la contenir en décidant de confiner les EHPAD. Et alors, cette première décision a été une manifestation assez éclatante de ce que nous appelons, de ce qu'on appelle le biopouvoir. Alors, ce mot est effectivement un mot qui a été créé par le philosophe Michel Foucault. Et le biopouvoir, ça n'est pas, comme on l'a dit, à tort, le pouvoir des scientifiques. Le biopouvoir, c'est le pouvoir politique qui a comme mission constitutionnelle d'assurer la sécurité générale des citoyens et en particulier la santé. Et donc effectivement, toute l'entreprise auquel nous avons été confrontés, c'est de voir à quel point le biopouvoir s'est voulu présent pour régler la vie, et on constate effectivement que ce biopouvoir existe encore, mais que ce biopouvoir, ce pouvoir politique qui se donne pour mission de protéger la santé des citoyens, quelle est sa visée éthique? Car il a une visée éthique, une visée, on peut dire, morale. Quelle est cette visée? Cette visée, c'est le bien collectif. Le bien collectif, ça se décline en termes de philosophie politique par la proposition suivante: le plus grand bien pour le plus grand nombre. Telle est aujourd'hui la manière d'exister de toutes les démocraties libérales, car nous sommes, en France, parmi les démocraties libérales. Et les démocraties libérales sont guidées par une philosophie politique qu'on appelle l'utilitarisme, et cet utilitarisme vise le plus grand bien pour le maximum de citoyens. Nous en avons d'ailleurs l'habitude,
Quand nous disons le chômage a baissé, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de chômeurs, mais qu'il y en a moins. Donc le plus grand bien pour le plus grand nombre. Or, on peut déjà comprendre que la visée éthique est aussi de s'occuper de ceux qui restent sur le chemin. Et que le plus grand bien pour le plus grand nombre conduit aussi à réfléchir à qu'est-ce qui peut être le minimum pour chacun. Mais le pouvoir politique ne peut pas d'emblée régler les problèmes au niveau de chaque particulier. Donc il y a cette visée globale. Et ce plus grand bien pour le plus grand nombre conduit donc effectivement à réfléchir à ce qu'il y a lieu d'abord de faire pour les plus vulnérables dans la population, avant bien sûr de s'étendre à la population générale. Mais alors effectivement, quand nous réfléchissons à cette mesure très importante du confinement, et vous allez bien voir que la démarche éthique n'est pas une critique stérile, c'est une analyse qui se veut aussi éclairée que possible, et à chaque fois que des critiques seront faites, ce seront des critiques pures, c'est-à-dire que personne ne peut prétendre pouvoir avoir fait mieux que quelqu'un d'autre. Ça n'est pas le propos. Mais ça n'est pas non plus une raison pour ne pas analyser l'ensemble des conséquences des mesures qui ont été prises, même avec une bonne intention. Car une bonne intention ne suffit pas à ce que l'action qui en découle soit une action obligatoirement bonne. Les bonnes intentions peuvent générer des actions humaines, donc soumises à des maladresses, à des ajustements, et aussi à des situations dont personne dans notre pays, surtout sur un plan politique, n'avait, on peut dire, l'expérience. Donc il y a eu tout un travail de découverte à faire. Et ce travail de découverte, qu'a-t-il permis de constater? Il a permis de constater d'emblée que les mesures qui devaient être prises pour limiter la pandémie, pour protéger le maximum de citoyens, ces mesures-là étaient obligatoirement des mesures de restriction des libertés publiques. Mesures de restriction des libertés publiques dont on sait effectivement qu'elles concernent une valeur fondatrice, non pas seulement de la République française, mais des droits de l'homme et du citoyen valables depuis que l'ONU l'a ratifié en 1948 par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, avec les trois grandes valeurs que la République française avait et qui sont la liberté, l'égalité et la fraternité. Néanmoins, nous savons déjà qu'en ce qui concerne les libertés, notre liberté, la vie en société impose déjà des limites à l'exercice de nos libertés. Ces limites, nous accordons tous sur elles, sur certaines d'entre elles, en particulier sur celles qui consistent à ce que notre liberté ne peut pas altérer la liberté d'autrui et que autrui est ma limite à ma propre liberté. Donc il n'y a pas de liberté absolue. Et donc l'enjeu majeur d'une vie en société et d'une vie harmonieuse en société, c'est de faire en sorte qu'il y ait un accord général des citoyens que la loi valide sur la manière d'exercer notre vie commune et en particulier nos libertés. Et cet accord des citoyens, il porte un nom, ça s'appelle la raison publique. La raison publique, ce sont des raisons sur lesquelles nous pouvons nous mettre d'accord et que même si vous n'avez pas discuté, elles sont sans doute implicites au-dedans de vous,
pour dire que, voilà, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Je ne suis pas libre d'aller travailler à l'heure que je veux, je ne suis pas libre d'aller, etc. Voilà, il y a des limites sur lesquelles on s'accorde. Mais ce problème des limites est un problème, bien sûr, qui est extrêmement important. Dès l'instant où ces limites sont décidées dans l'urgence, dans un but sécuritaire, et que le pouvoir politique, pour déployer ces mesures, a produit une quantité considérable de textes qui sont descendus de haut en bas, car en dehors de la loi d'urgence sanitaire, qui a donné des pouvoirs très importants au pouvoir exécutif, il y a eu toutes les applications, les décrets, les arrêtés, les circulaires et les injonctions, les recommandations, ce qu'on a appelé la doctrine, et qui ont constitué un volume considérable de documents qui se sont abattus. Et du coup, évidemment, une première réalité advient. Doit-on obéir totalement à ces textes? Doit-on obéir aveuglément à ces textes? Nous y reviendrons, c'est-à-dire, y a-t-il place pour la pensée? Sommes-nous, nous, des citoyens, les citoyens que des applicants passifs d'injonctions qui nous tombent d'en haut? Sommes-nous des mécaniques, des Playmobil de la démocratie? Ou est-ce que nous avons aussi le droit de penser ce qui nous est demandé? Et donc, effectivement, de le remettre en question sur certains de ces aspects. Ceci a été très vite senti, et je vais en donner un exemple tout à fait précis. Mais tout ça avait été pressenti au niveau du Comité consultatif national d'éthique, qui a demandé, dès les premiers instants, au mois de mars, de créer dans les régions des cellules de soutien éthique. Cellules de soutien éthique qui seraient amenées à récolter les interrogations des citoyens, et notamment des soignants, mais pas que, sur les mesures qu'on leur demandait d'appliquer. Ces cellules de soutien ont été créées, mais on s'est très vite aperçu qu'elles ont produit des textes, mais qu'il a fallu d'autres moyens de régulation. Et je vais donner un exemple du problème le plus immédiat qui est apparu. Les visites dans les EHPAD sont interdites. Voilà. Donc, quand vous recevez une injonction pareille, vous dites aux personnes, vous ne pouvez plus entrer dans les EHPAD, quoi. Sauf que, et les personnes en fin de vie? Est-il possible, humainement, de refuser un accompagnement à une personne en fin de vie? Vous devinez là, et nous y reviendrons, que nous sommes aussi soumis, et nous vivons aussi d'une certaine conception de l'être humain et de ses relations, d'une anthropologie, et que quand un pouvoir demande cela, nous sommes conduits à nous interroger. Il n'est pas possible humainement, ou est-il possible humainement? Dois-je appliquer passivement, ou dois-je résister et dire il y a un problème? Eh bien, il est vrai que quelques jours après ce premier texte, et avec l'accord de l'Agence régionale de santé, nous avons produit une lettre qui a demandé à tous les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de faire exception pour les personnes en fin de vie. Nous aurons l'occasion de revenir sur ce point
est sur le point de savoir s'il s'agit d'une rébellion ou s'il s'agit simplement d'une adaptation, j'allais dire, humaine à des textes produits d'en haut et qui tout à coup viennent s'abattre sur le quotidien de nos vies pour nous montrer une impossibilité de refuser à une famille de voir quelques instants son proche en fin de vie. D'ailleurs, ce qui s'est passé dans les EHPAD s'est posé aussi aux équipes de réanimation. Visite interdite, oui, mais voilà. Et nous avons quand même pu assister à un mouvement et qui, de manière spontanée, a fait exception à et qui a manifesté l'existence d'une intelligence citoyenne qui ne fut pas sans résultat, puisque 8 à 10 jours après, d'autres recommandations ont signalé cette possibilité d'exception. Tout cela pour vous dire effectivement que la démarche éthique, elle invite à cela, elle invite à penser et pas à s'en situer en termes de rapport de force. La critique n'est pas à l'égard du pouvoir, qui ne pouvait pas imaginer toutes les conséquences. Mais quand on est sur le terrain, nous avons un devoir d'observation qui nous dit que, humainement, nous ne pouvons pas appliquer totalement ce texte et le faire savoir puisqu'il ne correspond pas à l'anthropologie, c'est-à-dire la manière dont nous avons de concevoir les relations humaines. Alors, c'est une illustration, il y en a eu d'autres, bien entendu, mais ceci vous permet de montrer que ce que je dis d'abstrait se valide à tout instant par du concret, et que c'est le concret qui explique cette prise de distance aussi qu'il faut mettre pour dire qu'est-ce qui se joue, notre pensée, notre citoyenneté, notre sens de l'humain ne nous permet pas d'être aveugles. Alors bien sûr, les cellules de soutien éthique ont été saisies d'un certain nombre de problématiques. La pandémie a continué pendant tous ces mois de 2020. Au niveau de l'Agence régionale de santé, nous avons pu participer à une cellule de crise pour être en appui comme dispositif d'appui territorial, surtout donc dans des établissements pour personnes âgées, où le confinement a posé des problèmes insoupçonnés dont nous allons approfondir dans quelques instants les enjeux éthiques que je viens d'introduire. Et puis, dans le dernier trimestre de l'année 2020, le constat a été fait que ces dispositifs étaient insuffisants parce que, dans un contexte de vulnérabilité qui peut s'appeler la maladie, qui peut s'appeler le handicap, qui peut s'appeler le vieillissement pathologique, évidemment, pas le vieillissement normal, le vieillissement pathologique, la maladie d'Alzheimer, les maladies apparentées. Il y a en réalité 3 grands acteurs. L'équipe de soins, le médecin, l'équipe soignante, acteur numéro 1. Il y a la personne concernée, la personne malade ou le résident, qui n'est pas malade, mais enfin bon, qui a souvent une maladie d'Alzheimer, une maladie apparentée, et il y a les proches et la famille. Et que, effectivement, il fallait aussi, pour mieux comprendre les plaintes qui montaient, impliquer davantage les familles, les écouter, comme on devait écouter les soignants, et si possible, mais évidemment, parfois leur parole est difficile à entendre quand ils sont en réanimation ou quand ils sont en EHPAD avec une maladie d'Alzheimer,
les personnes vulnérables. Donc c'est par écho que nous tentons de saisir ce problème. Et ce fut donc cette aventure qui a commencé et dont Madame Le Bihan va vous parler quelques instants, sur la création de la cellule d'écoute et de dialogue éthique qui a été mise en place en Nouvelle-Aquitaine, chez nous, et aussi chez nos voisins en Occitanie. Merci. Donc mon intervention va être descriptive sur ce dispositif qui a été assez original, sur lequel on a aujourd'hui 1 an de recul, puisqu'elle a été mise en place il y a quasiment 1 an jour pour jour. Donc le contexte était différent. Les résidents en EHPAD étaient confinés déjà depuis, partiellement ou complètement, depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois même. Et on attendait la vaccination. Donc c'est un dispositif créé suite à des réflexions et des échanges au sein d'un groupe de travail de l'ARS. L'idée a été de créer une cellule d'écoute et de dialogue éthique portée par à la fois une association de patients qui a été France Alzheimer, puisque c'est l'association qui a été à ce moment-là jugée représentative des résidents et des familles en EHPAD, et l'espace de réflexion éthique Nouvelle-Aquitaine. Donc un double soutien de ce dispositif. L'idée, c'était de pouvoir écouter les souffrances des familles, des résidents, parfois des soignants et des directions aussi d'EHPAD, et prévenir, si possible, ou au moins apaiser les tensions en rétablissant un dialogue. Donc la porte d'entrée, c'était un numéro de téléphone unique et une adresse mail. Et donc j'ai reçu en 1 an 150 saisines différentes qui ont concerné à peu près 15% des EHPAD de Nouvelle-Aquitaine. Alors, il y a eu un communiqué de presse, parce que l'enjeu au départ était de pouvoir communiquer à la fois auprès des directions d'EHPAD sur ce nouveau dispositif, mais aussi auprès des familles directement. Donc il y a eu un communiqué de presse qui est parti de l'ARS pour informer donc sur la création de ce dispositif, et puis ensuite des informations dans les réseaux associatifs, etc., et auprès des directions d'EHPAD. Donc la communication a plutôt bien fonctionné, puisque les 2 premiers mois, novembre-décembre, nous avons reçu énormément de saisines, des situations qui correspondaient à beaucoup d'inquiétudes de la part des familles, des tensions qui se cristallisaient de plus en plus, et des familles qui étaient vraiment qui utilisaient, quand elles appelaient ou quand elles écrivaient un mail de saisine, qui utilisaient un vocabulaire qui relève habituellement du milieu carcéral. Donc on parlait voilà, d'isolement, de droit de visite, que les visites s'organisaient à l'image des parloirs dans les prisons, et que c'était vécu vraiment avec beaucoup de difficultés. Et pour certaines familles, de la disproportion qui disaient ma maman a 95 ans, elle est en train de vivre ces dernières semaines, ces derniers mois, et tout cela se fait dans l'isolement, sans son entourage, sans pouvoir voir ses enfants, ses petits-enfants, etc.
Donc une incompréhension aussi sur des mesures qui ont pu paraître très, très restrictives. Ensuite, donc, on a vu vraiment une fluctuation, c'est-à-dire qu'en janvier, une accalmie, beaucoup moins d'appels, beaucoup moins de saisines, ça correspondait à toute la période de vaccination des résidents en EHPAD. Les familles ont eu un espoir que en fait, les mesures restrictives avec des limitations, beaucoup de contraintes dans l'organisation des visites, des plannings, des durées limitées pour les visites, pas de visites en chambre, des visites sur des lieux communs avec des plexis, avec des masques, l'obligation pour les familles de tourner quand il y avait par exemple 4-5 enfants, et ben c'était un enfant différent par semaine. Voilà, donc toutes les habitudes prises de visite et qui correspondaient à une stabilité de certaines familles et très importante pour les résidents en EHPAD étaient complètement bouleversées. Et donc la période de janvier-février, il y a eu un espoir que tout ça allait prendre fin parce que les résidents allaient être vaccinés en grande majorité et que toutes ces mesures allaient pouvoir s'estomper au fur et à mesure. Et finalement, on a vu à partir de mars-avril une recrudescence des saisines parce que les mesures n'ont pas changé ou ont très peu changé dans les EHPAD avant très longtemps. Et que malgré les recommandations qui émanaient du ministère et qui étaient répercutées par l'ARS, beaucoup d'établissements, pas tous, parce qu'on a constaté une grande hétérogénéité dans la façon d'appliquer ces recommandations. C'est-à-dire que d'un EHPAD à un autre, vous pouviez avoir des modalités de visite assez différentes en termes de fréquence ou de durée de visite. Et finalement, on a constaté que les directions d'EHPAD avaient quand même une marge de manœuvre importante dans l'organisation des visites. Et malgré les recommandations, sur le long terme, certains établissements ont maintenu des mesures plutôt contraignantes. Donc ça, c'était un premier élément, avec donc une remontée des saisines à partir du printemps, puisque les familles constataient et étaient dans l'incompréhension parce qu'elles entendaient dans la presse, elles lisaient ou elles entendaient à la radio, à la télé, des recommandations du ministre ou de la ministre en lien sur les questions des personnes âgées dépendantes, des effets d'annonce qui concrètement n'étaient pas suivis ou avec un décalage important sur le terrain. Donc des mesures jugées disproportionnées, des réticences, et puis un défaut d'information et de communication ressenti par un certain nombre de familles sur l'organisation de toutes ces visites en EHPAD, même parfois dans des situations de fin de vie. Donc un besoin d'écoute important. Nous avions, dans le cadre de cette cellule, mis en place un deuxième niveau, c'est-à-dire qu'on pouvait organiser en fonction des situations une conférence téléphonique avec la direction de l'EHPAD, l'équipe soignante, donc le médecin co, la cadre coordinatrice et la famille. Et donc c'était des conférences d'à peu près 1 heure qui permettaient à chacun de s'écouter, d'écouter les contraintes, l'explication sur les limitations et puis de pouvoir éventuellement trouver un consensus. On l'a fait dans 10% des cas, c'est-à-dire que sur les 150 saisines, dans 15 situations, nous avons organisé ce type de conférence téléphonique. Et pour les 90% autres,
c'était essentiellement un besoin d'écoute qui était, et d'information qui était exprimé par les familles. Je finirai juste par sur cette description assez synthétique, mais qui vous donne quand même une idée des dispositifs qui ont pu être mis en place pendant cette dernière année. Ce qui revenait aussi, c'était le peu de crédit, entre guillemets, qui a été accordé au conseil de vie sociale dans les EHPAD, qui sont ces instances, en tout cas d'échange d'informations des familles et des résidents, puisqu'ils ont des sièges au CVS, et que finalement, on a constaté que malgré les recommandations, peu de CVS ont été consultés ou même informés sur les mesures qui étaient prises au sujet des visites, des sorties, des modalités de visite des résidents. Donc, on a tiré un certain nombre de constats, de réflexions. On a collecté tous ces témoignages qu'on garde précieusement et qu'on va utiliser dans le cadre d'un rétexte, un retour d'expérience très important. L'idée étant bien sûr de pouvoir être force de proposition et être dans une démarche d'amélioration et faire en sorte que on puisse réagir différemment et s'adapter de façon peut-être plus réactive aux besoins des familles, aux besoins des résidents et aux contraintes des directions et des soignants dans ces structures. Je vais repasser la parole au professeur Gilles. Mais alors, que peut-on tirer comme enseignement de ces constats? D'abord, c'est celui de souffrance. Voilà. Et ces souffrances, elles ont été la conséquence directe de mesures qui visaient le bien du plus grand nombre, et elles se sont heurtées aux souffrances des résidents, des malades, aux souffrances des familles, aux souffrances aussi des équipes d'EHPAD. Car effectivement, les équipes d'EHPAD ont été durement impactées. Elles ont été écartelées par ces mesures sanitaires, par le fait de les appliquer qui a beaucoup coûté à certaines équipes, tandis que d'autres, au contraire, les ont appliquées de manière plus facile. Il y a eu aussi les membres des équipes d'EHPAD qui se sont retrouvés à la fois soignants et agents de contamination, parce qu'on disait, c'est vous qui faites des allées et des sorties. Bon. Donc on voit qu'il y a eu un creuset de souffrance et que ces souffrances ont pu aboutir à un moment à des ruptures de dialogue. Le but de la cellule d'écoute et dialogue éthique n'a pas été de rechercher des solutions, on n'a pas de solution à proposer sur un plan, mais à ce que la parole circule à nouveau, à ce que, en présence de souffrance, l'agressivité ou l'incompréhension ne soit pas le moyen exclusif de communication. Et surtout, ceci a conduit à réfléchir à la raison suivante. C'est bien de vouloir le plus grand bien pour le plus grand nombre, mais quel est le minimum de bien au-dessous duquel on ne peut pas descendre? Et c'est ce qu'on peut proposer d'appeler le bien commun. Par rapport au bien collectif, qui concerne un groupe globalement, il y a moins de contamination, il y a plus de vaccinés, vous voyez, ça c'est des notions collectives. Qu'est-ce qui est comme bien irréductible
au niveau de chaque personne. Alors, cette réflexion est particulièrement importante. C'est elle qui permet de dire on ne peut pas refuser à une personne en fin de vie la présence de ses proches, même avec un masque, même peu de temps, même etc. Bon. On ne peut pas accepter que le visage d'une personne décédée ne soit pas montré. On ne peut pas accepter que la toilette mortuaire ne soit pas faite. On ne peut pas accepter que des gens soient mis dans des sacs de plastique. Et effectivement, c'est la remise en question de ces problèmes sécuritaires liés à la souffrance intolérable que ces dispositions entraînaient, qui ont suscité, bien sûr, un mouvement de réflexion, y compris des pouvoirs publics, mais avec, évidemment, les temps que ça demande. Mais on sait que le Conseil d'État, en début d'année, a annulé la plupart des dispositions qui avaient été prises sur le plan mortuaire. Quelqu'un qui est défunt contamine moins que quelqu'un qui respire et qui est vivant. Donc, refuser de montrer le visage n'était pas humainement acceptable. Alors, ceci est le premier point, mais ce bien commun que nous situons au niveau des libertés publiques, nous avons dû aussi faire un autre constat. Et ce constat, ce sont les équipes soignantes d'EHPAD qui nous ont alertés. Ce sont aussi les familles. C'est que la liberté n'est pas qu'une notion rationnelle, intellectuelle. Oui, les libertés publiques sont une conquête du siècle des Lumières, c'est une notion rationnelle, et nous avons l'impression que nous vivons en dehors de nos corps, quoi. Voilà, c'est la raison pure. Or, quand les personnes âgées n'ont plus vu leurs proches, une directrice d'EHPAD nous a dit « mais je me suis aperçu qu'ils ne mangeaient plus ». Elle avait tout compris par cette observation. Ça veut dire qu'un minimum de liberté est indispensable au désir de vivre et au bien-être. Et cela n'était pas envisagé. Toutes les discussions sur la liberté sont des discussions rationnelles, alors que l'être humain est par définition un être incarné, qu'il est d'abord chair. Chair, C-H-A-I-R, on n'a pas le mot en français. En allemand, on dirait Leib, L-E-I-B, corps vivant, par opposition au corps cadavre ou au corps anatomique, corps vivant. Et que la restriction des libertés altère le bien-être en entraînant une baisse progressive du désir de vivre, une situation d'abandon, une restriction de la mobilité. La personne ne mange plus, elle ne parle plus, elle veut rester dans son lit ou dans son fauteuil. On avait même interdit au début les podologues et les pédicures d'entrer dans les EHPAD, comme si les podologues et les pédicures sont un luxe. Or, on sait que nos personnes âgées ne peuvent pas marcher si on ne leur coupe pas les ongles, si on ne corrige pas les petites plaies qu'elles ont. Et comment peuvent-elles être debout si on interdit les pédicures et les podologues? Mais où était-on dans cette fièvre sécuritaire? Vous voyez, le souci de l'éthique, c'est ça, c'est de montrer qu'être de chair, c'est dans leur chair que la restriction des visites a été vécue des proches de certains intervenants de santé qu'on a considérés comme superficiels, comme s'il y avait des intervenants de santé superficiels, et comme si s'occuper des pieds était moins noble que s'occuper de je ne sais quoi. Il y a eu là, effectivement, quand on parle d'un retour d'expérience, ce sont des détails comme ça, simples de vie, que sur le terrain nous pouvons constater, et qu'effectivement,
quand on fait des circulaires d'en haut. On n'a pas en présence, en face de soi, ces quotidiens de vie. Et évidemment, le sentiment d'abandon, et tout cela a généré ce que les gériatres ont appelé un syndrome de glissement. Et certaines personnes âgées ne sont pas décédées du Covid, mais elles sont mortes de chagrin. Donc, voyez-vous, quand on réfléchit sur le bien commun, on ne réfléchit pas sur une notion intellectuelle pure. On raisonne sur une notion charnelle qui intéresse l'être humain dans sa santé, au sens plénier du terme. Ça veut dire que le bien commun, c'est une restriction des libertés au-dessous d'un niveau qui rend la vie indésirable. Et ce niveau, on peut l'appeler un seuil de déshumanisation. Et c'est là-dessus qu'il faut travailler. Quel est ce seuil qui ne peut être refusé à personne? Ce seuil, évidemment, en besoin de visite. Et vous voyez que j'emploie un autre mot. Je quitte le domaine juridique pur, enfin juridique, oui, voilà, des droits, pour dire oui, mais ce bien commun, il doit être adapté à chaque personne, car les besoins des personnes ne sont pas les mêmes. Et c'est là aussi où nous avons pu constater des errances dans les prescriptions générales. Si vous dites, par exemple, les visites sont autorisées pendant une demi-heure, 2 fois par semaine. Il faut considérer que toutes les personnes ont des besoins égaux. Et pourtant, certains ont dit, mais ben oui, c'est très bien, une demi-heure par semaine, vous voyez, c'est très simple. Voilà, une demi-heure par visite, 2 fois par semaine. Il faut l'appliquer à tout le monde par souci de justice. Qu'est-ce que la justice? La justice, est-ce que c'est la même chose pour tout le monde? Une part égale pour chacun. Est-ce que c'est ça la justice? Est-ce que la justice, c'est en fonction des besoins de chacun? Si tu as besoin de plus, je dois te donner plus. Mais on peut aller plus loin. La justice, est-ce que c'est en fonction du mérite? Mais il s'est même posé, dans certains pays, des réflexions qui ont lieu, que la France n'a pas osé avoir, mais dans les besoins de réanimation, la justice, est-ce que c'est en fonction de l'utilité sociale? Si vous avez un réanimateur et que vous avez un industriel et un cordonnier, il faut choisir quoi? La justice est complexe, c'est bien beau de sauter sur ces... dire justice, justice. Mais si dans un hôpital, un malade qui est en post-réanimation, après 5 semaines de réa, il y en a eu quelques-uns, un résident d'EHPAD a besoin, pour maintenir son bien-être, de 3 visites par semaine. Et si d'autres n'ont besoin que d'une visite tous les 15 jours, est-ce que la justice, c'est une part égale ou c'est pas s'adapter? Nous avons été aussi victimes, ici et là, pas partout, de données trop simplistes. L'être humain a des besoins qui sont inégaux en fonction de sa santé, de sa personnalité, de son histoire de vie. Et qu'il n'y a rien de plus injuste
que de vouloir appliquer une justice aveugle. Et c'est là où nous retrouvons, sur un plan éthique, une très vieille distinction qui date d'Aristote entre la justice et l'équité. L'équité, c'est de rectifier ce que la justice voit mal. Parce que vis-à-vis des mesures sécuritaires, si dans mon hôpital ou mon EHPAD, où je fais une moyenne statistique et que j'ai, pour ceux qui n'en ont pas besoin, qui ont peu de besoin, une visite par semaine et d'autres 3, je vais aboutir à une moyenne de 2. Et donc, sur le plan du virus, ce sera la même chose. Mais le virus nous a-t-il rendu aveugles? Le virus empêche-t-il de penser? Quand on parle de la pensée, c'est cela qui est important. Et d'autre part, la pandémie a aussi appris, à travers cette notion d'équité, d'évaluation des besoins, de seuil de déshumanisation, qu'il fallait sans cesse articuler le mouvement vertical des mesures sanitaires avec leur application sur le terrain. Parce qu'on peut dire aussi, d'une manière simple, une république ne peut pas vouloir le malheur de ses enfants. Donc si une république peut tolérer qu'on ne visite pas quelqu'un en fin de vie, c'est que la république veut le mal. On sait bien que si elle ne le précise pas, c'est qu'elle n'a pas vu le problème, qu'elle s'est trompée, et que c'est à nous, citoyens, on nous fait trop souvent peu appel, mais c'est à nous à porter cette parole et à dire ceci n'est pas acceptable. Et donc, avant que les recommandations soient modifiées, j'autorise quand même cette famille à passer quelques instants. Il faut, comme certains l'ont fait, autoriser à voir le visage du défunt 1 minute, 2 minutes, peu importe. Plutôt que de produire une photo ou d'inventer on ne sait quoi pour obéir à des lois, c'est pas des lois, des injonctions, à des recommandations qui ne sont pas en adéquation avec ce bien commun minimal. Que de souffrances de deuil, que des deuils difficiles, et nous en avons des témoignages, ont entraîné ces dispositions quand elles ont été appliquées de manière trop sévère, de manière trop aveugle. Et c'est là où nous voyons qu'en fait, le devoir auquel appelle cette pandémie, c'est aussi à être des citoyens plaignés, capables d'obéir, mais aussi de résister. Sans résistance, il n'y a pas de citoyenneté. Et Alain, grand philosophe, dont la philosophie politique est aujourd'hui admise par tous, eh bien, devrait être beaucoup plus écouté quand il disait que le citoyen doit s'approprier ce qu'on lui demande de faire, les textes, les règlements. Il doit les faire siens, il ne doit pas agir mécaniquement, mais il doit repérer ce qui peut contrevenir à l'humain. Obéissance et résistance. Sinon, nous serons, comme disait Saint-Exupéry, une termitière, n'est-ce pas, où chaque fourmi fait ce que son instinct lui dit de faire, et nous, des Playmobil qui seront agités par les injonctions. Mais ces exceptions ou ces adaptations ne sont pas une révolte à l'égard de la loi. Elles ne sont même pas une critique. Toutes les lois sont faites pour être améliorées. Sinon, pourquoi il faudrait dire tous ces programmes politiques dont on nous rebat les oreilles et ces nouvelles lois qu'on va faire demain, qu'on n'a pas fait hier et qu'il faut encore améliorer, toujours plus de justice. Lex semper reformanda est, la loi doit toujours être réformée. Alors justement, occupons-nous-en. Et dans le quotidien, faisons-nous le devoir, par notre comportement, de signifier que notre respect de la loi passe aussi par le pointage de ses insuffisances et de sa nécessaire adaptation à chaque fois que nous considérons qu'elle touche à l'humain.
Car quand on définit l'éthique, c'est le fait de savoir comment faire pour bien faire. Précisément, ce bien qui est visé en éthique, c'est un bien assez difficile à définir, le bien. Quel est le bien que je veux? Eh bien, quand on veut le comprendre de manière la plus simple, c'est de dire ce que je vais faire, ce qu'on me demande de faire, est-ce que ça va accroître en l'être humain son humanité? Ou est-ce que plutôt ça va faire décroître son humanité? Je ne crois pas qu'on grandisse en humanité en refusant de montrer le visage de son père qui est décédé ou de son épouse. Et que ça, ce n'est pas acceptable en termes d'humanité. Mais si nous courbons l'échine passivement, eh bien, nous mettrons plus de temps à ce que la prise de conscience se fasse. Et nous laisserons souffrir. Et c'est pour cette raison que l'éthique aujourd'hui, elle est citoyenne, que nous sommes tous responsables les uns des autres. Voilà donc quelques idées générales. Elles sont déjà, bon, je vous les livre. Je les livre aussi à votre méditation. Avant de nous arrêter pour répondre à quelques questions, je crois aussi qu'il faut que nous réfléchissions à toutes les conséquences que les masques ont sur la relation au visage. Relation au niveau de nos enfants. La vue du visage, sa partie inférieure, est essentielle à l'acquisition du langage, à l'acquisition de l'altérité. Et donc, effectivement, bon, il faut espérer qu'en famille, quand même, les masques tombent, je ne sais pas, ou alors nous aurons, bon, voilà. Les fermetures d'écoles, des études très importantes ont été faites aux États-Unis qui montrent que des fermetures d'écoles retentissent sur l'espérance de vie, parce que certains décrochages scolaires ne se rattraperont jamais. La relation au visage, c'est ce que nous avons vu dans les EHPAD, où, bien sûr, les mesures sécuritaires ont imposé 2 mètres, plus le plexiglas, alors ça devrait suffire. Non, plus le masque, alors qu'est-ce qu'il faut d'autre? Puis alors, évidemment, quand la personne parle, on n'entend pas, puisque, bon, elle a des difficultés, et puis elle voit mal aussi, puis elle a envie de faire pipi, et puis la demi-heure est passée, quoi. Et on voit comment on arrive peu à peu à passer de recommandations à une trivialité qui est désespérante. Alors on a vu parfois des familles tomber le masque. Mais on en a vu certaines sanctionnées pour indiscipline. Les familles étaient non, elles avaient perçu l'angoisse de leurs parents atteints de maladie d'Alzheimer, parce que le masque altère la reconnaissance des visages, il altère la reconnaissance de la familiarité des visages, et même quand un malade Alzheimer n'appelle plus sa fille de son prénom, ou se met à la vouvoyer, ce n'est pas qu'il ne la reconnaît pas. Il ne la reconnaît pas explicitement, mais sa fille, son fils, quand il le visite, induisent un sentiment de familiarité qui les apaise. Et le sentiment de familiarité est aboli par le masque. Le masque ne laisse voir que le regard. Et le regard, seul, ne permet pas d'aborder les émotions fondamentales, c'est-à-dire la peur, la joie, la tristesse, la colère, la surprise, que nous avons en naissant. Nous ne pouvons aborder que des émotions complexes, un peu, oui, il est un peu inquiet aujourd'hui, il est préoccupé, tiens, il est peut-être en bonne forme, voyez. Or, c'est un travail cognitif qui est beaucoup plus important de regarder les visages, de regarder que les regards dans le visage. Et que ce qui peut se tolérer dans une société qui, de toute façon, sera modifiée quand c'est nécessaire. Bien sûr qu'il faut le faire, en étant conscient des inconvénients, mais en étant conscient aussi que vis-à-vis de personnes en vulnérabilité, il peut y avoir des situations de détresse. La relation au corps aussi. Interdit de toucher la main. On ne peut pas penser qu'avec un peu de gel hydroalcoolique, on touche la main, on se repasse un peu de gel. On ne peut pas faire comme ça sur la main de notre père ou de notre mère qui a une maladie d'Alzheimer quelques instants. Enfin, à quoi sert alors le gel hydroalcoolique?
autant le remplacer par de l'eau, s'il a un sens. Il faut raisonner la sécurité. Le problème aussi de notre pays, c'est qu'il confond l'éthique et la justice. Et que c'est vrai que certaines directions d'EHPAD ont beaucoup souffert parce qu'ils en étaient appelés à leur responsabilité juridique, à des menaces. Et il faut les comprendre aussi. Voilà pourquoi il faut le dialogue. Et ceci nous renvoie à ce qu'un grand auteur avait appelé l'éthique de la discussion. C'est un mot qui est souvent employé sans être bien compris. Et l'éthique de la discussion, c'est de dire nous n'avons pas seul la vérité en nous, y compris quand j'ai un texte. Parce que ce texte que je reçois, il ne me donne que des normes. Or, je dois aussi viser le bien-être, vous avez bien compris. Et que, pour que je puisse essayer de faire la part au bien-être et aux textes qui me sont soumis, eh bien, il faut parler ensemble. Et il faut essayer de s'accorder. On ne s'accordera pas sur tout, forcément. Mais on s'accordera peut-être sur un certain nombre de points. Et de façon que si une pandémie revenait, de façon qu'on puisse trouver dans les hôpitaux, dans les structures de personnes handicapées, enfants, adultes, dans les EHPAD, précisément des lieux de rencontre où on ne parle plus de pouvoir administratif, etc., mais où on parle précisément de ce souci commun, de mettre en partage l'humanité. Oui, il y a des textes, et ils sont importants, les textes. Bien sûr, les mesures sécuritaires. Ah ben oui, bien sûr, bien sûr. Alors, c'est sans réticence tout à l'heure que j'ai montré mon pass sanitaire. Je trouve qu'il n'y a aucun problème là-dessus. C'est une mesure sécuritaire qui, bon, voilà, il n'y a aucun souci, quoi. Mais en même temps, m'assurer que l'interprétation que je fais est bonne, des textes que je reçois ou de ce qu'on me transmet, recueillir les observations des autres sur le retentissement dans la vie quotidienne. Voilà, la rencontre du bien-être et la rencontre des textes. C'est cela, je crois, qui doit être appelé. Plus de tolérance, plus de discussion, plus de soucis communs d'humanité, en évitant des slogans comme sécurité, santé. Oui, bien sûr, sécurité, santé, mais alors jusqu'au bout. Et la santé, c'est l'absence de Covid, mais c'est aussi faire attendre le diagnostic d'un cancer, c'est peut-être pas fermer des lits trop tôt, c'est peut-être... Tout cela est lié ensemble. On ne peut pas vivre sous une seule obsession sécuritaire qui laisse tous les autres problèmes en jachère. Voilà donc quelques idées générales et bien entendu appliquées autant que possible à des cas concrets pour montrer que l'expérience pandémique aura été un drame stérile si elle n'invitait pas à penser différemment notre citoyenneté d'abord et notre relation à l'humanité. Voilà, nous vous remercions de votre attention. Donc on va faire circuler le micro. Alors, on parle de l'identité des gens et puis aussi de s'adapter aux personnes, leur liberté. On parle de tout ce qui est identité en papier administratif, par rapport à la santé. Enfin, pardon, monsieur parle du pass sanitaire. Donc, voilà. Du coup, il faut qu'on ait à la fois le pass sanitaire ainsi que nos papiers d'identité. Donc, c'est du contrôle, en fait. Du coup, voilà, ce que vous dites me fait penser à ça. Enfin, des personnes arrivent à se balader avec des faux papiers. Du coup, voilà, est-ce que c'est pas un problème aussi sur l'usurpation, je dirais, de faux papiers, de faux passes?
Voilà, c'est plus une remarque qu'une question. Voilà, en ce qui concerne le contrôle auprès des personnes. Voilà, donc je parle de... Voilà, effectivement, c'est par rapport à ça, les faux papiers et ce qu'on a pu voir aussi par rapport à toute cette pandémie, tout ça. Il y a 100 ans, 1918-1922, la pandémie de la grippe espagnole nous a-t-elle laissé des leçons? Ça n'était pas la même chose, quoi. C'était pas la même maladie. Elle a été beaucoup plus sévère. Elle a frappé n'importe qui. Le Covid ne frappe pas n'importe qui. Enfin, on sait bien, hein, il y a des populations ciblées, vulnérables. L'âge, l'obésité, les maladies, on sait très bien, quoi. Les enfants, plus préservés. Encore que, bon, mais ils sont moins souvent atteints. Ensuite, effectivement, il faut savoir que les séquelles de la grippe espagnole, l'encéphalite léthargique, ont été considérables, hein, des séquelles neurologiques massives et beaucoup de maladies de Parkinson, qui maintenant n'existent plus, mais qu'on a appelé bon. Donc, je crois que c'était une autre époque et nous n'avons pas tiré des leçons parce que le contexte était tout à fait différent. Regardez là aussi ce qui s'est passé avec la rapidité de la production d'un vaccin, avec l'intervention. Bon. Donc non, je crois que ça a été une situation vraiment tout à fait nouvelle, quoi. Ouais, tout à fait nouvelle. Et puis le côté planétaire, enfin bon. J'étais médecin hospitalier et effectivement, on entend tout à fait ce que vous venez de dire, professeur. Par rapport à ces mesures qui, notamment par rapport au décès, ont été effectivement très vite contestées et se sont modifiées. Mais ce que je voulais dire, c'est que face à ce virus, face à ces mesures, c'était la mort. Donc, est-ce que aussi la radicalité de ces mesures n'était pas aussi la difficulté à accepter la mort, y compris de gens extrêmement âgés? Ce que je veux dire, c'est est-ce que les familles, c'est vrai qu'ils voulaient toucher, voulaient parler, mais est-ce qu'ils étaient prêts à l'accepter au prix éventuellement de la mort? Oui, bien sûr, c'est extrêmement difficile. Vis-à-vis des personnes âgées, l'attitude a été nécessairement ambiguë. Peu de personnes âgées ont accédé à des services hospitaliers. Voilà. On a transformé, nous, une directrice d'EHPAD, dans nos contacts, nous disait mon EHPAD est transformé en service de maladies infectieuses. Et les EHPAD ne sont pas faits pour ça. Autrement dit, dans des EHPAD de 80 personnes, gros EHPAD, si vous avez 35 personnes à soigner, c'est vrai que... Et donc, on pouvait trouver dans certaines régions des hôpitaux avec des lits gelés, vides, pour accueillir des malades qui ne venaient pas. C'est bien. Et à côté, des EHPAD pleins et qui se débattaient. Voilà pourquoi j'ai voulu évoquer les souffrances des soignants des EHPAD, parce qu'il ne faudrait pas croire que l'éthique n'est pas une instance de jugement des personnes. Et j'ai bien dit qu'en aucun cas, c'était des critiques de personnes, c'était des enseignements à tirer de comportements auxquels nous n'étions pas préparés. Et on a voulu appliquer des mesures uniformes dans des situations extrêmement diverses. Alors après, attitude ambiguë parce qu'il s'agissait probablement, bien sûr, il faut le croire, de sauver le maximum de personnes âgées.
avec de Dafalgan, eux, ils ont dû faire fortune, quoi. Bon. Donc, limiter la contamination en sachant, bien sûr, que c'était des milieux où la contamination allait obligatoirement, si c'était entré, se propager. Alors, refuser la mort seulement des personnes âgées, peut-être pas seulement. Je crois qu'il y a aussi un objectif utilitariste qui n'est pas mauvais, c'est que dans une épidémie, vous avez quand même intérêt à limiter le nombre, mécaniquement, et que plus vous avez de nombre, plus vous avez de soignants non contaminés qui vont se contaminer, qui vont sortir, ou voilà, quoi. Et au fond, comme les personnes âgées ont été définies comme vulnérables, la réflexion sur le lieu de concentration a dit bouclons tout, quoi. Bouclons tout. Comme si les EHPAD pouvaient être des espèces de grandes salles d'opération, quoi. On n'entrait pas, quoi. Or, il fallait bien que les personnels entrent. Il y a eu quelques EHPAD en France, vous savez, où les personnels sont restés couchés avec leurs malades et tout. Mais ça peut durer 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines. Puis après, on sent bien que ces positions très nobles ne sont pas tenables. Alors après, bien sûr, sur un plan humaniste, une vie égale une vie. Bon. Une vie égale une vie. Et d'ailleurs, j'observe que tous les moyens qui ont été mis à la place, enfin, pour les personnes de moins de tel âge, n'ont pas été les mêmes. Donc, une vie égale une vie, sauf que les batailles n'ont pas été la même, quoi, hein, n'ont pas été les mêmes. Bon, c'est sans doute logique. Il y a eu des réflexions qui ont été faites. Est-ce qu'il ne fallait pas regrouper tous les malades tout de suite, les sortir et les mettre dans des lieux, alors des lieux, pas les hôpitaux, puisqu'il fallait surtout qu'ils restent en attente, au besoin pour armer des TGV, pour faire venir 4 malades. Bon. Mais voilà. La situation était compliquée. Alors évidemment, tout ça, ce n'est pas une critique. Je sais que, bon, qui aurait pu faire quoi dans une situation pareille. Et puis, je voudrais enfin revenir aux enfants, parce que nous allons avoir des problèmes considérables sur les vaccins des enfants. Bon, les États-Unis viennent d'autoriser entre 5 et 11 ans. Et ça permet de sentir la différence entre personnes âgées et enfants jeunes. On dit il y a peu d'enfants atteints. C'est vrai, mais est-ce qu'il y en a 0? Non. Il y a peu de morts. Oui, est-ce qu'il y en a 0? Non. Or, quand on compare statistiquement le nombre d'enfants malades et le nombre d'adultes, la différence est écrasante. Mais on considère que mourir à 15 ans, c'est comme mourir à 75. C'est pas vrai. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Et donc ça va poser un problème difficile. C'est-à-dire que on pourrait dire que contre la vaccination, c'est de dire après tout, pourquoi faire courir de risques sur la vaccination si je pense qu'il y en a, puisqu'ils ont peu de chance et donc ils vont passer entre les gouttes. Ou bien c'est de dire, on ne peut pas courir le risque, parce que les enfants qui sont morts aujourd'hui, et il y a des enfants décédés, eh bien ces enfants, pour eux, c'est 100%. Quoi. Voilà. Et c'est ça la grande difficulté de ce Covid, c'est qu'il force en quelque sorte à segmenter les étapes de la vie, quoi. Et je crois que de ce côté-là aussi, il faut faire attention à certains discours qui fassent oublier l'importance du lien intergénérationnel, qui est quand même une donnée importante. Parce qu'on l'a vu, pourquoi embêter les jeunes avec un vaccin puisqu'ils n'auront pas? Oui, je sais pas, bon, alors on y réfléchit, on fait ce qu'on veut, quoi, hein. Mais on peut dire, oui, pourquoi embêter les gens? Parce qu'ils n'auront pas. Mais s'ils l'ont, bon, et j'en connais, ils peuvent être sévèrement atteints, mais plus rarement. Voilà, c'est ça.
Excusez-moi, mais est-ce qu'aussi on ne demande pas aux jeunes et bientôt aux enfants de se vacciner parce qu'il y a des adultes qui, par le principe effectivement d'équité et de justice, ne se vaccinent pas. Donc voilà, là aussi c'est un problème éthique. Évidemment. Après, la relation au vaccin est une relation dans le monde très complexe depuis le début des vaccins. Une relation très complexe. Ouais. Je vous pose une question en tant que médecin volontaire dans un centre de vaccination. Qu'est-ce que vous répondriez à un personnel hospitalier, a fortiori d'EHPAD, qui refuse de se faire vacciner, voire qui va même démissionner dans cette condition-là? Sur le plan éthique, qu'est-ce que vous me proposez comme réponse à lui apporter? Pour ne pas me mettre en colère. J'aurais un toupet monstre si je faisais une réponse. Bon, l'éthique n'a pas de réponse, parce que si je fais une réponse, ça va paraître être une règle, et l'éthique, ce n'est pas la règle, c'est l'interrogation sur la règle, quoi. Il y a des discussions animées, importantes, et vous le savez, à ce sujet. Et même, bon, est-ce que c'est même éthique de ne pas se faire vacciner quand on est soignant? Votre questionnement aboutit à ça, quoi. Alors, là, je crois qu'il faut qu'on fasse des... Il faut repartir de constats anthropologiques. Depuis le début de la vaccination, depuis Pasteur, il y a des personnes irréductibles à la vaccination. Autrement dit, elles mourront, mais elles ne se feront pas vacciner. Nous sommes là dans la partie irrationnelle. Quand on a, j'allais dire, un tempérament scientifique, nous sommes dans la partie irrationnelle de l'espèce humaine, et d'ailleurs, même certains médecins. Bon, il y a... Oui, d'accord, mais vous avez des médecins illustres qui ont été contre le vaccin à la tuberculose, contre le BCG, et des médecins illustres, n'est-ce pas? Des médecins illustres. Moi, j'ai eu des textes stupéfiants. J'ai vu des gens mourir de BCG plus que de tuberculose. Vous voyez, on a trouvé. Donc, je veux dire, le Covid n'a pas inventé ça. Mais le Covid a introduit ça dans une société désemparée par la pandémie et où on voudrait que le discours sur le vaccin soit en quelque sorte unanimement reçu, quoi. Ensuite, il faut dire aussi que, à la fois, nous avons été émerveillés par la rapidité de mise au point d'un vaccin, mais les vaccins d'ARN messager sont une technologie qui est née grâce au Covid. Personne n'aurait osé. Bon. On peut dire aussi que les laboratoires ne nous ont pas aidés. Moi, j'ai constaté, à titre personnel, que j'ai mis beaucoup de temps à pouvoir accéder à l'article des collègues internationaux et que d'abord, on doit subir les déclarations triomphales des laboratoires. Ceci n'a jamais existé. J'ai été médecin hospitalier, j'ai fait un certain nombre d'essais thérapeutiques, notamment dans la maladie d'Alzheimer. Ces essais, ce sont des essais internationaux. Et la communication à faire était toujours faite par le collègue international chargé de la coordination du protocole. Là, le dossier sur les gosses de 5 à 11 ans, comme les dossiers avant, ont été portés aux États-Unis, à la FDA, par le laboratoire et pas par les médecins qui sont silencieux. On n'a pas leur nom, on n'a pas l'article. Ils ne nous ont pas aidés. Voilà. Ils n'ont pas aidé. Ils ont favorisé, en quelque sorte, cette espèce de, si vous voulez, de méfiance. Je dois vous dire aussi, en toute honnêteté, que quand j'ai lu l'article de mes confrères, le premier, c'est sur le vaccin Moderna. Il est paru. Et le deuxième article est paru sur le Pfizer. Ces articles étaient très bien faits. J'ai eu, avec ce que j'ai connu
des essais thérapeutiques dans ma carrière, je n'ai pas de critique à faire sur ce que j'ai lu. Voilà. Sauf que pour certains, la flèche de la suspicion est entrée, quoi. Alors vous avez les irréductibles, vous avez la politique des laboratoires, le fait aussi que quand on vous dit que c'est 36 milliards aujourd'hui de chiffre d'affaires, enfin, on croit rêver, qu'on fait quand même beaucoup de business sur le dos des gens, et que tout ça introduit une atmosphère pénible dans notre société. Enfin, ce qui nous manque à l'égard de ce vaccin, c'est que avant c'était plus simple. Il y avait l'idée que le vaccin d'un grand nombre de la population stoppait la progression virale. Et d'ailleurs, c'est ce qui est arrivé aux EHPAD. On a préparé une charte éthique pour les EHPAD. Non, les résidents y ont été, tout le monde y a été, parce qu'ils espéraient que les visites allaient reprendre. Ils n'ont pas repris. Et on leur a dit, non, vous êtes vaccinés, mais ça évite les formes graves. Oui, ça c'est vrai. Mais alors il faut déjà accéder à ça. C'est-à-dire ça n'empêche pas la transmission du virus, mais ça évite. Donc on est dans une autre configuration dans laquelle on aurait besoin de modèles mathématiques, parce que je ne connais pas de société humaine où il y ait 100% de comportements identiques. Alors, si je regarde du côté des soignants, évidemment, ils sont chers à mon cœur comme au vôtre, nous sommes soignants, médecins ou professionnels de santé. On a constaté quoi? On a constaté que pendant des semaines et des semaines ont été confondus les soignants négligents qui remettaient au lendemain, qui se posaient des questions, mais qui pas. Et là, le petit nombre de soignants convaincus qui reflétaient la population générale. Et on a eu à leur égard le même discours. Vis-à-vis de la citoyenneté, c'est inquiétant, quoi. Bon, il suffit que le président Macron parle pour que tout le monde y va. Bon, pas tout le monde, un grand nombre. Autrement dit, on avait essayé de dire, mais pourquoi ne pas faire des rencontres, des incitations, pour que précisément on sépare, on réalise les opposants philosophiques, et cela, moi je suis persuadé qu'on ne pourra rien, mais dont le nombre est peut-être très limité. Combien sont-ils? On ne sait pas, ils vont peut-être... Est-ce qu'ils sont 5? C'est un travail important qui aurait dû être fait, ça, parce qu'on aurait évité des mesures coercitives à l'égard de soignants qui ont quand même beaucoup donné, et qu'on a un peu désigné, un peu à la vindicte, alors qu'il faudrait aussi réfléchir si un soignant qui fait, avant d'entrer à l'hôpital chaque matin, un test salivaire, ou etc., et qui prend des mesures de protection comme elles sont, serait vraiment un danger. Vous voyez, c'est ça. Le problème, c'est jusqu'où on peut bousculer des convictions qui ne sont pas de l'ordre rationnel, mais métaphysiques. En sachant aussi qu'une couverture vaccinale à 100%, nous ne l'aurons jamais, et nous ne l'aurons pas dans aucun pays du monde. Et encore, regardez ce qui se passe chez nos frères de Martinique, où la résistance est encore évidemment beaucoup plus grande, et où plus une résistance est irrationnelle, moins des moyens de caporalisme sont, à mon avis, efficaces pour persuader. Parce que à La Réunion, quand on les, en Martinique, où on les entend, et en Guadeloupe, c'est très intéressant, leur discours. Ça rentre dans une méfiance globale. Enfin, ils ont eu le chlordécone, ils ont pas mal souffert de trucs qui n'avaient rien à voir, mais qui ont été vécus comme des agressions, quoi. Et donc, parmi eux, un certain nombre ne sont pas des opposants philosophiques. J'allais dire, ils sont encore, on peut encore les convertir, quoi. Alors voilà, je crois que c'est pas facile, et que mais j'ai l'intime conviction que on ne pourra pas, dans une société humaine, niveler des comportements à 100%. Après, j'entendais un collègue de Cochin
qui disait il y a quelques instants sur les ondes, il disait, dans le service, j'ai eu 2 suspensions, une infirmière et une aide-soignante. C'est peu, mais vous savez comme elle me manque. Parce que sans elle, je suis obligé de geler des lits. D'où la différence entre ce que dit M. Delfrécy, qui a raison, quand il dit il y a 20% de lits, je ne sais pas pourquoi je douterai de ce qu'il dit, et quand le ministre dit c'est 5%. Il a raison aussi, mais il ne parle pas des mêmes lits. Il y a les lits officiellement fermés et les lits qui sont gelés parce que il vous manque une infirmière, il vous manque un truc, il faut geler. Alors, dans ce qu'on appelle en éthique la balance bénéfice-risque, et la complexité, cette balance bénéfice-risque, qu'est-ce que je fais peser? Est-ce que je dis cette infirmière et cette soignante de Cochin serait mieux à soigner, ou est-ce qu'elle serait mieux? C'est mieux dans la société qu'elle soit suspendue sans salaire. Quel est le compromis éthique qui pourrait être trouvé pour que cette infirmière et cette aide-soignante puissent soigner? Peut-être, je ne sais pas, pas une PCR tous les jours, mais enfin j'en sais rien. Quelque chose à réfléchir, vous voyez. Parce que autant la vaccination, je veux dire à mon sens, demande d'abord une conversion des cœurs. Voilà. Et que c'est ça qu'il faut arriver à obtenir. Et que le caporalisme est toujours, a toujours ses limites. Alors bien sûr, remarquez, M. Macron a parlé tout à l'heure, où il va parler, il y a vendredi, et tout à coup, le nombre de 3e doses a cru. Bon, voilà. Et bien, faisons confiance. Hein, voilà, et travaillons comme ça. Mais vous voyez, c'est difficile. Voilà. Donc, je ne vous ai pas répondu, mais j'ai essayé de cheminer dans la complexité. Voilà, c'est ça, c'est l'éthique. Pas... Je vous trouve très généreux, alors étant une pensée philosophique. Parce que vous entendriez les arguments qui vous sont... Bien sûr, bien sûr. Tomber à l'envers. Non, j'ai dit irrationnel aussi. Oui, voilà. Oui, c'est irrationnel. Mais voilà, oui. Oui, professeur, je voulais porter un témoignage et vous poser une question. Ah oui, voilà. Je vous en prie. J'ai un ami qui est thanatopracteur. Il m'a décrit les situations qu'il a rencontrées l'année dernière. C'est insupportable. Ça a été insupportable. Sauf que j'ai une question très provocatrice à vous poser. Au premier trimestre 2020, est-ce qu'on n'était pas en situation de guerre contre un ennemi dont on ne savait rien, avec des moyens thérapeutiques inexistants? Et la question que je vous pose, c'est comment pouvait-on sauver la République en danger autrement que par la restriction des libertés publiques? Aujourd'hui, la question ne se pose plus. Les moyens thérapeutiques se développent à toute allure. On est même capable de sélectionner le meilleur vaccin possible, si j'ai bien compris. Et en définitive, vous savez, dans la démocratie grecque, lorsqu'elles étaient en danger, elles abandonnaient le pouvoir à un tyran. Et c'est toute la question que je me pose aujourd'hui. Est-ce qu'on n'était pas en guerre début 2020, avec les conséquences épouvantables que je viens de décrire? Bon, je voudrais que ce soit clair, bien entendu. Moi, je n'ai pas remis en cause la restriction des libertés publiques. J'ai pointé leurs conséquences et la nécessaire adaptation de cette restriction, c'est tout. J'ai jamais dit qu'il ne fallait pas confiner les EHPAD. J'ai jamais dit ça, jamais. Hein. Et j'ai même dit au contraire que je ne sais pas qui aurait pu faire mieux. Parce que là, il y a toujours des personnes qui pensent qu'ils auraient pu faire mieux. Non, puis l'éthique, c'est pas sa mission. Ces mesures ont été validées par un conseil scientifique, précédé d'ailleurs de... Bon, mais une chose est de décréter des mesures verticales, une autre chose est la concrétude de leur application. Voilà. L'accompagnement de fin de vie, je ne vois pas en quoi ça peut être... Voilà. Et d'ailleurs, ils l'ont compris aussi, puisque... Et même pour les défunts, ils ont fini par le comprendre, mais ça a mis du temps. Mais ils nous ont écoutés. Il y a eu une réunion des espaces éthiques, le CCNE,
et les autorités du ministère, et qui ont dit on va modifier le décret. Bon, sauf que, évidemment, le truc était lancé. Vous voyez, ce qu'il faut simplement, c'est que une démocratie peut gagner une guerre démocratiquement, hein, c'est ça. Voilà. Et en conciliant tous les inconvénients. Si dans les EHPAD, il y a des témoignages de personnes qui ont dit, mais moi, des résidents, hein, je comprends, je ne dois pas recevoir de visite, etc. Parce que ce sont des gens qui, par bonheur, n'avaient pas d'Alzheimer, qui étaient bien ou qui avaient des troubles débutants. Après, ceux qui avaient plus de besoins, comment on peut concilier, sachant qu'on ne pouvait pas mettre du béton autour des EHPAD. Voilà. Donc, ce n'est pas une remise en question des restrictions de liberté. D'ailleurs, le début de mon propos a été bien de dire, la liberté totale n'existe jamais. Il y a toujours une restriction des libertés, mais il y a le seuil de déshumanisation. Le bien commun, au-dessous d'un certain niveau, on ne peut plus vivre, quoi. Et c'est tout ce travail. Évidemment, il est difficile parce qu'il s'adresse à une médecine de la personne humaine et non pas à une médecine globale. Madame Le Bihan, tout à l'heure, vous parliez d'un rétex qui est en cours de réalisation. Et je réagis à cela en m'interrogeant parce que les nombres de cas Covid sont en augmentation. Et je me dis, si l'on devait connaître sur nos territoires de nouvelles restrictions, comment peut-on espérer qu'on tiendrait compte de ces rétex ? Parce que l'objectif, c'est quand même, si restrictions nouvelles il doit y avoir, qu'elles soient moins carcérales, pour reprendre un peu votre vocabulaire de tout à l'heure, et bien plus humanistes. Merci. Oui, ben évidemment, la question se pose. Après, on ne peut pas non plus attendre d'être complètement débarrassé du Covid pour engager toute cette démarche de retour d'expérience qui sera limitée sur, voilà, sur l'expérience que l'on a aujourd'hui. Et donc, il y a un calendrier qui est déjà effectivement posé et qu'on espère pouvoir respecter malgré voilà, les inconnus qu'on a encore face à nous. Je voudrais juste revenir sur la fermeture des lits, simplement pour dire qu'enfin cette information arrive sur les ondes. Mais la fermeture de lits, on ne peut pas tout mettre sur la crise sanitaire et la non-vaccination des soignants. La fermeture de lits, en fait, est due avant tout à un problème d'attractivité de ces métiers, notamment pour les infirmières et les aides-soignants, qui est un problème absolument catastrophique et qui vient aujourd'hui à l'information, mais que l'on vit dans les hôpitaux depuis déjà un certain temps et qui est dramatique, puisque aujourd'hui on fait du non-soin. C'est une politique globale qui continue et qui est fondée sur une certaine conception de la gestion du coût de l'hôpital. Voilà. Absolument. Oui, professeur, j'ai beaucoup aimé dans votre exposé l'analyse critique que vous faites de ce qui s'est passé, mais une analyse critique, mais en vue d'améliorer les applications, je le dis dans mon langage, les applications sécuritaires futures pour faire évoluer l'éthique, si j'ai bien compris, n'est-ce pas? Bon, ceci étant dit, que pensez-vous du rôle des médias dans les aspects, dans la présentation des aspects éthiques, justement, et de la mise en avant de cas, somme toute, quelquefois minoritaires? On parlait tout à l'heure des soignants non vaccinés, par exemple. Donc, quid du rôle des médias? Oui, je crois que les médias ont une fonction, c'est que, qu'on le veuille ou non, elles sont dans le spectaculaire, quoi. Mais c'est leur mission, sinon elles n'existeraient pas. On peut aussi être affligé par
le nombre incalculable de spécialistes qu'on a vu défiler, qui chacun avait leur opinion et qui se pressaient à répondre aux appels. Je pense que l'éthique est une autre dimension. Voilà. Bon, alors c'est vrai que les travaux des espaces éthiques ont été modérément relayés, un peu quand même, un peu, mais un peu. C'est vrai que... Mais je pense qu'il faut introduire la dimension éthique comme une dimension à part entière, quoi, pour arriver à ce qu'elle intéresse, à ce que les gens comprennent ce qu'est l'éthique. L'éthique, c'est un exercice de discernement, de problématisation, ce ne sont pas que des règles. Quels sont les principes qui guident la réflexion, comment on analyse des cas, voilà. C'est tout ce travail-là qu'il faut aujourd'hui faire, qui est un travail un peu, qui est un peu complexe, mais qui en même temps est indispensable, parce que les questions qui se posent sont des questions, j'allais dire, vitales pour l'être humain, quoi. Ou alors nous irons dans une humanité de plus en plus organisée, prédéterminée, voilà, quoi. Bon. Donc oui, les médias, je pense qu'on ne peut aujourd'hui que les tolérer et puis essayer de s'exprimer, d'attirer leur attention, mais c'est un pouvoir à part. Ça, c'est vrai que nous sommes très démunis devant les médias, quoi. Donc, bonsoir, Monsieur Gilles. J'ai eu beaucoup de plaisir à réentendre et à vous voir avec le talent que je vous connaissais quand j'étais étudiant, et de voir, et bien sûr, reformuler les concepts, mettre des mots sur des situations, essayer à tout le monde d'avoir une manière d'être face à cette situation, comment dire, de pandémie, hein, qui était nouvelle pour tout le monde. Hein. D'accord. Mais quand vous êtes en première ligne, sur le terrain, auprès, chacun dans sa situation personnelle, même si vous avez un vécu professionnel, une manière d'être, une formation initiale qui vous permet de surnager un peu, hein, de prendre de la distance avec le quotidien. Il y a un moment, quand vous êtes dans une équipe, dans un outil professionnel qui est une EHPAD, hein, au service des gens, avec un cadre institutionnel et avec toutes ses carences en termes de manque de personnel, de manque de moyens, d'espace-temps qu'il faut étendre pour pouvoir répondre à tout. Il y a un moment, il y a des choses qui relèvent d'un cadre qu'il faut, et donc l'espace-temps laissé deux fois une demi-heure pour le directeur, peut-il faire autrement? Peut-il se donner du temps à aller à la rencontre de chacun pour essayer de sentir le niveau de besoin de chaque individu? Donc il y a un cadre institutionnel, et quand on est en première ligne, les soldats, il faut qu'ils écoutent. Ils ne peuvent pas sans arrêt se rebeller. C'est toute la difficulté sur le terrain. Et quand on est capable quand on est capable d'animer un groupe avec de la confiance, quand on a un vécu antérieur qui permet de donner confiance à une équipe, on peut faire passer. Quand on a la chance aussi d'avoir vacciné très tôt, hein, de ne pas avoir eu aucun décès Covid dans un établissement, parce qu'on a eu des moyens techniques qui, au début, nécessitaient qu'il y ait un professionnel qui apporte la confiance. Moi, je n'ai pas, à titre personnel, je ne suis pas le seul à avoir créé cette confiance, mais je n'avais pas les moyens et je n'avais pas la prétention de dire qu'on avait raison avec ces outils-là. Mais on n'avait rien d'autre. Et quand on voit comment il a fallu se battre, c'est pour ça que je pense que les outils que vous nous apportez ce soir, la reformulation de ces outils, c'est très important pour chacun au niveau de sa situation de citoyen, hein, ou de professionnel. Mais quand même, il y a un moment, il faut un cadre général, et c'est la responsabilité de nos gouvernants d'apporter le cadre général. On a bien vu toutes leurs insuffisances, leurs incohérences. Mais ce que je regrette, moi, dans la société actuelle, c'est que les espaces de liberté, de proximité, quand on est professionnel, il faut que l'intelligence
de proximité puisse se mettre en œuvre, hein, et c'est ça qui permet, face à un conflit, face à une situation de crise, de pouvoir adapter l'endroit où on vit et d'être à l'écoute du maximum. Et par rapport aux situations de fin de vie où il a fallu emballer des gens, hein, il faut voir un peu ce que ça comportait pour les professionnels de terrain d'aller faire la toilette de patients contaminés enfin, donner l'impression, je sais bien que vous n'étiez pas dans le jugement, vous étiez dans l'aide à la réflexion, permettre à une famille de regarder la tête du défunt suspect de Covid ou décédé dans un cas de Covid et se donner les moyens et prendre le temps d'appeler et avant de fermer, de pouvoir leur montrer, hein, ça suppose un dévouement professionnel qui n'est plus compatible avec le nombre des acteurs de santé sur le terrain, et puis qui relève d'autre chose que de la fonction de base des employés. Hein. Donc, pour que ça puisse s'exercer, il faut que donc ces outils de proximité, notamment les EHPAD, aient déjà un cadre immobilier capable de répondre à une adaptabilité, par exemple, à un lieu qu'on puisse désinfecter correctement, où les gens puissent se rencontrer. Comment voulez-vous, dans un secteur protégé où il y a des déments, faire rentrer des familles dont on a beaucoup de mal à faire respecter le minimum d'hygiène? Un directeur, il faut qu'il soit inconscient pour permettre à ces populations de rentrer si elles n'ont pas un minimum de discipline. Donc, il est obligé d'appliquer un cadre. Et il ne peut pas dire au personnel, mais vous vous adapterez en fonction de cette personne-là, elle a le droit parce qu'elle est raisonnable, l'autre, ils ne peuvent pas parce qu'ils vont faire n'importe quoi. Donc, c'est très difficile. Mais je sais bien que cette soirée, c'est pas pour ça. Mais il y a vraiment des soldats qui étaient en première ligne là, et qui ont fait ce qu'ils ont pu. Et la conséquence, c'est qu'effectivement, ceux qui n'étaient pas bien, qui n'avaient pas de corpus personnel suffisamment fort, ils ont démissionné, ou ils ne sont plus au service des hôpitaux actuellement. Oui, j'adhère tout à fait à ce que vous dites. Hein. La situation des EHPAD a été très dissemblable d'un EHPAD à l'autre. On a vu quand au niveau du dispositif régional de soutien, il faut créer un secteur Covid. Il y a des géographies architecturales d'EHPAD qui ne permettaient pas, et d'autres qui permettaient. Au niveau des personnels, il y a l'insuffisance structurelle, mais il y avait aussi des différences. Les EHPAD avec médecins co, pas sans, et les médecins, voilà. Donc il y a eu des situations très dissemblables, ça c'est les cas particuliers. Ensuite, c'est vrai que cette pandémie, il sera un peu l'objet de retour d'expérience, mais pas que, elle invite à repenser l'EHPAD de demain. Est-ce que l'EHPAD de demain peut être comme l'EHPAD d'aujourd'hui? Autrement dit, bon, vous l'avez un peu amorcé, en voyant les insuffisances qu'on a laissées sur un plan architectural, d'organisation, liées à une certaine insouciance, que va nous suggérer la pandémie comme action nouvelle, comme nouvelle conception de l'inclusion des personnes âgées dans notre société. Comment on va faire? Après, évidemment, vous devinez bien que les prises de position des directeurs ne sont pas critiquables en soi. C'est pour ça que j'ai parlé de la souffrance des soignants. Mais il y a eu, en fonction des EHPAD, des différences considérables dans les discours et dans les manières de faire qui ont été liées à ce que vous avez souligné. C'est qu'est-ce qui circulait dans l'équipe auparavant.
Voilà pourquoi je crois aussi que la préoccupation éthique, ce n'est pas une contestation. C'est plus un partage commun qui doit se préparer en amont. C'est-à-dire comment on va préparer ces EHPAD de demain à inclure la réflexion éthique dans ces préoccupations qui bien sûr sont des préoccupations de bien faire, mais qui, bon, par exemple, les conseils de la vie sociale, qu'on va leur donner une vraie existence. Aujourd'hui, ils n'existent pas, quoi. Enfin, dire que, bon, voilà, dire que c'est un résident qui doit le présider, c'est pas terrible. On a vu des familles, quand on demandait la levée d'anonymat, terrorisées à l'idée que leur nom puisse être révélé, car ils avaient peur d'eux. Donc voilà, bien entendu, c'est clair, il ne s'agit en aucun cas d'une critique des personnes. Les gens font ce qu'ils peuvent avec les moyens qu'ils ont, dans des lieux qu'ils ont. Mais que l'éthique n'est en aucun cas une instance de jugement, pas du tout. Mais c'est un moyen pour questionner nos institutions et pour prendre ce que ces institutions ont de bon aussi. Parce que nous, bien avant la pandémie, nous avons travaillé avec un certain nombre d'EHPAD qui sont venus nous faire remonter des cas où les personnels n'étaient pas d'accord sur la conduite à tenir et qui ont été vraiment extrêmement importants dans l'affinement de leur comportement. Voilà. Aujourd'hui, dans les formations sur l'éthique, on insiste bien sur le caractère performatif, c'est-à-dire que si l'éthique a un sens, c'est si elle est capable de modifier mes pratiques. Si elle n'est pas capable de modifier, c'est une méditation qui ne sert à rien. Mais on est dans une infinité de cas particuliers. Et bien sûr, pas dans la critique, ni dans le fait aussi de reconnaître que les situations d'urgence ont été dures à affronter pour beaucoup, et que beaucoup ont fait le maximum. C'est pour ça que j'ai évoqué toutes ces souffrances, hein, y compris des soignants et des directions. On va peut-être interrompre là les questions. Merci M. Gilles, merci Mme Le Bihan. Je voulais insister sur le fait que ceux qui vous ont invité, ce sont des bénévoles, accompagnants, et que vous avez répondu à nos interrogations, et que on a tout à fait compris et été en phase avec l'analyse de Mme Le Bihan. Votre travail depuis un an, la sidération des débuts de la crise et de l'enfermement de nos malades et de notre impossibilité de faire quelque chose, il y a un rebond et que l'on voit un nombre important de demandes des établissements pour que l'on revienne et qu'on accompagne autrement et que effectivement on a des besoins de formation que vous nous avez apportés et merci beaucoup. Et donc on a aussi la joie d'accueillir de nouveaux candidats accompagnants et je crois que c'est important que la société civile réinvestisse les établissements et aussi, on a peu parlé, mais c'est très important, qu'on ressent tous les jours, c'est la souffrance des soignants qui sont et avec qui on a des liens souvent très forts. Et je crois qu'on n'est pas inutile, non seulement dans l'accompagnement des malades, mais dans l'accompagnement des soignants. Merci encore. Vous avez répondu à 150% à toutes nos demandes et à tous nos besoins. Et on sera content que vous puissiez revenir un jour parce que cette réflexion est indispensable. Voilà.